où on conviait les administrateurs ou les élus des offices de tourisme à participer à ce web séminaire. L'idée étant d'amener plus d'informations aux élus par ce biais-là, parce qu'on sait c'est difficile de mobiliser les élus sur des longues réunions, sur des distances ou des journées, vu leur emploi du temps. Et donc, du coup, on a organisé ces web séminaires du samedi matin. C'est une série de 4 web séminaires qui sont organisés. À la fin, on vous donnera les prochains rendez-vous. Donc, on laisse tout le monde s'installer. Même si on est en numérique, peut-être 5 minutes ou 3 minutes pour que tout le monde soit prêt. Comme maintenant nos amis de Lanton sont prêts, on va pouvoir démarrer. Donc pour ceux qui ont réuni des administrateurs ou des élus dans leur office de tourisme, on vous suggère de prendre une photo et de publier ça sur la page Facebook de la MOPA. Ça nous fera toujours un souvenir et une illustration de ce premier web séminaire élu qui se dérouleront 4 fois cet hiver. Donc aujourd'hui, nous allons parler de taxes de séjour et je ne serai pas seul puisque en deuxième partie d'intervention, Didier Chapaz, directeur de l'Office de tourisme Côte-Land Nature, nous rejoindra pour évoquer l'exemple de sa communauté de communes, le témoignage de sa communauté de communes en termes de perception de la taxe de séjour. Et ensuite, nous aurons en troisième partie un échange autour de vos questions. Comme vous l'avez remarqué, vous ne pouvez pas intervenir au micro. Par contre, les questions que vous pouvez poser sont directement traitées par Laure de la MOPA, qui est avec moi, qui s'occupe de la technique. Et donc, dans cette troisième partie, Laure reposera les questions qui auront émaillé cette intervention et nous nous efforcerons d'y répondre, sachant que dans le domaine, comme il y a une très récente modification réglementaire autour de la taxe de séjour, nous n'aurons pas forcément toutes les réponses. Voilà, donc c'est parti pour une intervention d'environ 20-25 minutes, 30 minutes que nous allons faire avec Didier Chapaz. Alors, voilà le programme que je vous propose, le sommaire de cette intervention. Pourquoi la taxe de séjour? On va revenir un peu dessus. On parlera de la réforme de la taxe de séjour en 2015, puisque à la fin du mois de décembre est paru au journal officiel, dans le cadre de la loi de finances 2015, une réforme réglementaire de la taxe de séjour. Nous allons aborder le mode d'emploi de la taxe de séjour. Et puis, en dernière partie, comment on peut optimiser la perception de la taxe de séjour, parce que je pense que c'est aujourd'hui une préoccupation de beaucoup de collectivités et d'offices de tourisme, comment on peut arriver à un bon rendement, un rendement optimal qui frise les 100% des redevables de la taxe de séjour, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas. Si au fur et à mesure de l'intervention, il y a des points qui ne vous semblent pas clairs ou des précisions à demander, vous les notez dans le chat et puis on répondra à la fin de la présentation. Pourquoi la taxe de séjour? La taxe de séjour, elle existe depuis 1910. Elle était au départ applicable dans les stations touristiques dont les équipements hôteliers n'étaient pas à la hauteur. C'était déjà le cas, vous voyez, une question qu'on se pose depuis plus d'un siècle, notamment face aux villes d'eau allemandes et autrichiennes. Depuis, elle est restée, elle n'a pas fondamentalement changé dans la forme. C'est une taxe qui est souvent critiquée sur la façon dont elle est perçue, puisque finalement, une taxe qui doit être payée par le visiteur, par le touriste, mais qui est perçue par l'hébergeur, qui tiennent donc un rôle de percepteur, ce qui n'est pas facile à mettre en place. Mais malgré tout, c'est la seule taxe où le visiteur ou le touriste finance l'action touristique. L'objectif, c'est que le produit de la taxe de séjour, ou de la taxe de séjour forfaitaire, puisque, comme nous le verrons, il y a 2 modes de taxe de séjour, doit être affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Donc derrière ce monde, nous allons le voir, c'est relativement large en termes d'affectation du produit de la taxe de séjour. Alors, finalement, on peut se dire pourquoi une collectivité met en place la taxe de séjour. On peut se dire que la fiscalité locale du tourisme, elle repose sur 3 piliers. D'abord, on a l'impôt local,
parce que c'est à travers les dotations de la collectivité locale à l'Office du tourisme que ces impôts locaux sont utilisés. Lorsque la communauté de communes ou la commune va verser une subvention, c'est pris sur le budget de la commune et donc c'est pris sur les impôts locaux. Les produits de l'activité économique du tourisme à travers maintenant la taxe professionnelle, donc l'ancienne taxe professionnelle, et puis les contributions des professionnels du tourisme qui eux-mêmes peuvent participer au budget de l'Office de tourisme. Donc d'un côté, on a les habitants à travers l'impôt local, on a les professionnels qui eux-mêmes participent à l'activité de l'Office de tourisme. Ben, on peut se demander pourquoi le touriste, lui, ne fait pas d'effort, pourquoi il ne paie pas. Et donc, c'est la taxe de séjour qui est la seule réponse. C'est une limite parce que c'est une taxe qui est perçue uniquement sur les touristes hébergés. C'est-à-dire qu'un excursionniste qui va venir pour la journée à la plage ben, ne va pas participer en rien aux efforts de l'activité touristique, alors que une personne hébergée va y participer. Et en plus, cela ne concerne que les personnes hébergées dans des hébergements marchands, c'est-à-dire que le propriétaire de la résidence secondaire ou la personne qui est hébergée dans la résidence secondaire d'un ami ne va pas participer. En plus, il y avait une limite à la perception de la taxe de séjour jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de redevables qui ne payaient pas la taxe de séjour. Heureusement, grâce à la taxation d'office, depuis le mois de décembre de cette année, on va noter une amélioration dans la perception de la taxe de séjour. On va le voir tout à l'heure. Alors, la réforme, puisque dans les participants, il y a quand même beaucoup de collectivités qui ont déjà mis en place la taxe de séjour, au moins sur un certain nombre de communes, ou bien sur la globalité. La réforme qui est parue le 30 décembre, donc vous voyez, ça fait 18 jours, c'est pas vieux, elle est en attente aujourd'hui de la parution d'un certain nombre de décrets d'application, notamment pour la perception de la taxation d'office, pour la perception de la taxe de séjour par des intermédiaires. Logiquement, début février, il y aurait une série de décrets qui devraient être signés. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui par rapport aux questions que pose cette réforme et à la façon d'interpréter le texte, mais ça, c'est un peu une constante dans le droit français, c'est-à-dire que on a toujours une interprétation à faire et puis à attendre les premières ou jurisprudences ou interprétations de la direction générale des entreprises qui héberge la sous-direction au tourisme au niveau national et qui va pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Malgré tout, il semble que la majorité des collectivités vont devoir redélibérer pour s'adapter au nouveau texte. Et là, il y a déjà des questions qui se posent, c'est est-ce que pour l'année 2015, on continue comme en 2014 ou bien est-ce qu'on a obligation pour s'adapter à la nouvelle réglementation de redélibérer pour modifier le type de perception de la taxe de séjour pour 2015. Là, il y a plusieurs versions. Moi, je serais plutôt dans l'optique de dire, dans tous les cas, il y a intérêt à redélibérer. Quelles sont les principales modifications qui ont été apportées par la réforme 2015? Les principales modifications, c'est d'abord la modification du barème avec de nouvelles catégories et puis des nouvelles fourchettes de tarifs. Concrètement, il y a une augmentation. Vous aviez sans doute suivi les débats à la mi-2014 où il y avait une première proposition qui était de dire on va pouvoir prélever une taxe de séjour jusqu'à 8 € pour les palaces. Là, on en est bien en deçà puisqu'on est autour de 3,5 € de tête pour les palaces. Mais par contre, on a une augmentation réelle et surtout, alors que jusqu'à présent, les barèmes de la taxe de séjour étaient fixes depuis 2002 et n'avaient pas bougé de 2002 à 2014, aujourd'hui, les plafonds et les planchers sont indexés sur le barème, sur l'indice de l'INSEE de l'augmentation des prix à la consommation. Donc, dans certaines catégories, on a une augmentation des plafonds. Il y a la création d'une catégorie chambre d'hôtes unique, comme si les chambres d'hôtes n'étaient pas classées, ce qui va poser des soucis en termes de simulation à des collectivités qui avaient beaucoup de chambres d'hôtes. Une chambre d'hôte, par exemple, qui en 3 étoiles ou 4 étoiles ou 4 épis
payer à la nuitée, on pouvait payer jusqu'à 1,50 €. Maintenant, elle le paiera au maximum 0,75 centimes d'euros. Donc, on peut avoir une baisse provoquée par l'apparition de la catégorie chambre d'hôte. On a aussi une catégorie emplacement de camping-car, qui, on le verra tout à l'heure, c'est pas forcément évident à aller chercher les forfaits à la nuitée pour la famille qui est en camping-car, mais ça existe, ce qui était demandé. L'indexation donc des limites de tarifs sur l'indice de l'INSEE. Le prélèvement de la taxe de séjour par les plateformes de réservation. C'est-à-dire que si vous avez chez vous des Booking.com, par exemple, qui louent des chambres d'hôtes à des clients ou des meublés, des gîtes que vous avez vénérés, que vous avez Airbnb, qui sont des plateformes de réservation en ligne. À ce moment-là, il est donné la possibilité à ces plateformes de réservation de prélever eux-mêmes la taxe de séjour par rapport à leurs clients et de la reverser à la collectivité. Une opération qui a déjà été en ligne et en place dans quelques villes américaines, notamment à New York et San Francisco, avec le développement de la plateforme Airbnb, où en gros, chaque particulier peut mettre en ligne son appartement pour le louer une semaine, 15 jours, etc. Du coup, la France est vraiment en avance puisqu'il y aura un accord avec ces plateformes pour pouvoir avoir un prélèvement et ça va beaucoup concerner notamment l'urbain, mais de plus en plus le rural aussi, parce que si vous faites une recherche de ces nouvelles plateformes de l'économie collaborative, si vous cherchez dans Airbnb par exemple, Airbnb.com, vous allez chercher votre territoire, vous serez surpris de voir des nouveaux hébergements que vous ne connaissiez pas, qui sont offerts à la location, et donc ceux-là aussi vont pouvoir payer la taxe de séjour. Il y a une modification du calcul de la taxe forfaitaire, sur lequel je reviendrai dans un moment, une modification du régime des exonérations aussi, qui est assez importante, puisque jusqu'à présent, les enfants étaient exonérés de taxes de séjour jusqu'à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, c'est entre 13 jusqu'à 18 ans qu'il y a une exonération. C'est-à-dire que la tranche 13-18 ans ne paiera plus de taxes de séjour, ce qui risque d'avoir un impact, on le verra un peu plus tard. Je vais revenir en détail sur chacune de ces modifications. Alors, qui prélève la taxe de séjour rapidement? C'est à peu près tout le monde, que ce soit les stations classées, les communes du littoral, de montagne, les communes qui réalisent des actions de promotion touristique, donc en fait, ça peut être l'ensemble du territoire français, ou bien les communes qui réalisent des actions de promotion, de protection, de leurs espaces naturels. Et en gros, pour les EPCI, pour les établissements de coopération intercommunale, donc les communautés de communes ou les syndicats intercommunaux, c'est comme pour les communes, sauf si vous avez la majorité des communes qui s'opposent à ce que lors du transfert de la compétence à la communauté de communes, on transfère également la perception de la taxe de séjour. Personnellement, je ne connais pas d'exemple en ce sens. J'ai toujours vu que les communautés de communes prenant la compétence tourisme percevaient également la taxe de séjour, même si, comme on va le voir pour Code Land Nature, par exemple, il y a des problèmes de compensation de charges à régler derrière. Mais c'est possible. Les hébergements qui sont concernés, donc les hôtels, les résidences de tourisme, les meublés, les villages de vacances, les terrains de camping, les ports de plaisance, et deux nouvelles catégories, les chambres d'hôtes et les aires de camping-car, donc qui sont maintenant à part. Les chambres d'hôtes étaient assimilées à des meublés de tourisme, et les camping-cars n'étaient pas du tout aujourd'hui concernés. Qui c'est qui est exonéré de la taxe de séjour? Aujourd'hui, l'ancien régime a été revu et il n'y a que 4 cas d'exonération. Ce sont les mineurs qui sont tous exonérés et donc comme vous l'avez en bas de cette diapositive, en bas de l'écran, l'exonération de ces 13-18 ans, ça peut provoquer dans certains territoires avoir un fort impact. C'est-à-dire jusqu'à 15% de baisse, notamment si vous avez par exemple beaucoup de camping, beaucoup d'hébergements familiaux, villages vacances, etc. Jusqu'à présent, en hébergement, il n'y avait que les familles nombreuses qui étaient exonérées, mais en général, c'était assez mal appliqué en plus.
Les titulaires d'un contrat saisonnier employé dans la commune pour le tourisme sont aussi concernés. Donc, c'est-à-dire, si vous avez tous ceux qui travaillent dans l'industrie touristique ne paient pas de taxes de séjour en été. Les personnes qui bénéficient aussi d'un logement d'urgence ou d'un relogement temporaire ne sont pas exonérées. Et puis, il y a également les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Conseil municipal ou conseil communautaire s'entend. Ce qui veut dire que, par exemple, j'ai vu une des premières délibérations 2015 cette semaine où le conseil communautaire avait décidé que si le coût à la personne était inférieur à 15 € par nuit pour un meublé, ben, la taxe de séjour n'était pas prise en compte. Ça permet notamment que les travailleurs temporaires, les travailleurs saisonniers agricoles, par exemple, qui viennent dans la station, ne soient pas pénalisés, ou bien que certains logements à bas prix soient aussi totalement exonérés. Donc voilà aujourd'hui les seuls 4 cas d'exonération. Pour le reste, tout le monde paie la taxe de séjour du moment que c'est un hébergement marchand. 2 types de taxes de séjour. Donc, la taxe de séjour au réel, mais qui s'appelle très officiellement taxe de séjour, et puis la taxe de séjour forfaitaire. La taxe de séjour au réel, c'est très simple. Elle est calculée sur le nombre de personnes logées dans un hébergement et la durée du séjour. J'ai loué un gîte rural de 6 personnes pendant 7 jours. Ça fait 42 nuitées. Il n'y a que des adultes majeurs. Si la taxe de séjour est de 0,50 pour cette catégorie d'hébergement, 50 centimes d'euros, eh bien, je paierai, la famille paiera 21 € à l'issue du séjour. C'est la taxe de séjour au réel que vous avez au bas de votre facture quand vous allez à l'hôtel, 1,50 € de taxe de séjour, vous êtes en couple, vous êtes 2, sur votre facture, il est rajouté 3 € de taxe de séjour. La taxe de séjour forfaitaire, elle est différente. Elle est calculée selon la capacité de l'hébergement et la période d'ouverture. On va voir, c'est-à-dire que, en gros, le propriétaire de la taxe de séjour va devoir payer annuellement une redevance à la collectivité. C'est la taxe de séjour forfaitaire. Qu'il ait beaucoup de monde ou peu de monde, c'est un forfait annuel qui est appliqué. Sur le même territoire, vous pouvez avoir la taxe de séjour forfaitaire et la taxe de séjour au réel, mais uniquement par catégorie d'hébergement différenciée. C'est-à-dire que les campings et les hôtels peuvent payer la taxe de séjour au réel, et parallèlement, les meublés et les chambres d'hôtes payent une taxe de séjour au forfait, mais par contre, on ne peut pas mixer les deux au sein d'une même catégorie, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des hôtels au réel et des hôtels au forfait. C'est uniquement par catégorie qu'on peut différencier la taxe de séjour forfaitaire de la taxe de séjour au réel. Alors, toujours sur la taxe de séjour forfaitaire, comment on calcule le montant payé par l'hébergeur? Il y a la capacité de l'hébergement, c'est un nombre d'unités de capacité d'accueil, c'est-à-dire de lits. On dit qu'une chambre d'hôtel est égale à 2 lits, un emplacement de camping est égal à 3 lits, ça c'est déterminé dans le code du tourisme. Pour les meublés, c'est le nombre de personnes indiquées comme accueillies. C'est la même chose pour les villages de vacances. La seule question qui se pose aujourd'hui pour laquelle je n'ai pas la réponse, c'est comment on calcule un emplacement de camping-car, puisque on ne sait pas par avance le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans un camping-car. Est-ce qu'on applique le même barème que pour l'emplacement des campings, 3 personnes? Bien, est-ce qu'on dit qu'en moyenne, un camping-car, c'est 4 personnes? Pour le moment, je n'ai pas la réponse par rapport à cette nouvelle réforme. Donc, capacité de l'hébergement, c'est un critère. Le deuxième, c'est la période d'ouverture ou de mise en location du bien dans la période de perception. Le barème défini par la collectivité. Et puis, un abattement qui est défini par la collectivité de 10 à 50%. Alors, un exemple qui est plus parlant. Si la période de perception qui est décidée par la collectivité est de 365 jours, c'est-à-dire que vous avez dit chez nous, la taxe de séjour, nous la percevons du 1er janvier au 31 décembre. Et nous allons par contre appliquer un abattement de 40% parce que nous partons du principe que un hébergement n'est pas rempli à 100% pendant toute la période de perception, ou bien même s'il est occupé, il n'est pas toujours occupé avec le nombre maximum de personnes à l'intérieur. Donc si on dit qu'un gîte rural de 6 personnes,
qui déclare, puisque vous allez le voir, il y a une déclaration en mairie préalable obligatoire. Ce propriétaire de gîte rural a dit, moi je peux accueillir 6 personnes, mais par contre je l'ouvre à la location du 1er juin au 1er octobre, c'est-à-dire 122 nuits. Donc je paierai à l'intérieur de la période d'ouverture de 365 jours pour une période de 122 jours qui correspond à ma période d'ouverture. Si le barème est de 50 centimes par nuitée, le gîte paiera 122 nuits multiplié par 6 personnes, multiplié par un abattement de 40% décidé par la collectivité et multiplié par le barème de 50 centimes. Donc, par an, ce gîte paiera une taxe de séjour forfaitaire de 146,40 €. Oui, comme le dit Laure dans le chat, nous prenons toutes les questions au fur et à mesure, et puis à la fin de la présentation, on répondra à ces questions, parce que ce sera plus facile que de répondre au fur et à mesure. Mais par contre, elles sont toutes notées, je les ai sûrement sur l'écran. Le barème, vous le voyez, il a augmenté puisqu'il va jusqu'à 4 € exactement pour les palaces, mais en fait les palaces, ça concerne peu de gens, peu de territoires, puisqu'il y en a moins d'une dizaine, je crois, en France. Par contre, les 5 étoiles sont jusqu'à 3 €, les 4 étoiles jusqu'à 2,25 €. Pour les 3 étoiles, ça ne change pas. Et pour les 2 étoiles, on est à 90 centimes d'euros maximum. Et ce que je vous disais, quand vous regardez les chambres d'hôtes, il y a un gros paquet dans le texte où on met les hôtels, les résidences de tourisme, les meublés 1 étoile, les villages de vacances qui soient 1, 2 ou 3 étoiles, toutes les chambres d'hôtes, toutes les aires de camping-car et les parcs de stationnement touristique. Et là, on dit, c'est de 20 centimes à 75 centimes. Donc là, c'est quelque chose qui est pas mal modifié. Ensuite, ceux qui sont en attente de classement ou sans classement, c'est 0,20 ou 75 centimes. Que se passe-t-il si j'ai un hébergement qui n'est pas classé, par exemple un meublé, mais dont je dis que il a quand même toutes les capacités, toutes les qualités, il répond à tous les critères de la grille de classement d'un meublé 4 étoiles. À ce moment-là, le texte prévoit que les hôtels, résidences de tourisme, meublés 4 étoiles ou hébergements aux caractéristiques équivalentes sont taxés au même montant. Donc, si, et là c'est de la responsabilité de la commune ou de la communauté de communes, vous pouvez décider que tel hébergement que vous avez visité, s'il correspond à une catégorie précise, à ce moment-là, de l'indexer sur le montant, par exemple, dans mon exemple, des 4 étoiles. Pour ceux que vous ne connaissez pas, et notamment pour ceux que, par exemple, Airbnb va lui-même où Airbnb va prélever la taxe de séjour. Comme Airbnb n'a pas visité les hébergements, le texte prévoit que s'il ne connaît pas la qualité de l'hébergement ou son classement, à ce moment-là, il s'indexe sur la catégorie en attente de classement ou sans classement. En gros, ça veut dire que d'après moi, tous les hébergements qui passeront par le biais des plateformes seront dans la catégorie 0,20, 0,75. Et donc, un conseil, là, qui n'a rien de, c'est de se dire, dans cette catégorie-là, on a intérêt à aller vers le haut de la fourchette pour les non classés, parce que on risque d'en retrouver beaucoup dans cette catégorie. Il y a une légère augmentation pour les terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles, et puis ça ne bouge pas pour les terrains de camping classés 1 étoile ou 2 étoiles, ou les ports de plaisance. La perception Oui, Samuel dit que dans le nouveau barème, on peut noter que les campings non classés sont absents, si je reviens dessus, et que donc les non classés, ils ont été incorporés, ce qui est logique, oui, avec les 1 et 2 étoiles, parce que c'est vrai qu'ils sont absents. Mais sur la façon dont a été rédigée cette grille de barème, il y a quand même vraiment un certain nombre de petites questions dont on pourra débattre. La période de perception, on en parlait. Est-ce qu'il faut avoir une période de perception toute l'année, une partie de l'année? Elle est fixée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de la communauté de communes. Comme aujourd'hui, sur la taxe de séjour forfaitaire, le calcul dépend de la déclaration de l'hébergeur sur sa période d'ouverture. Je ne vois pas ce qui empêche maintenant de pouvoir appliquer la taxe de séjour sur l'ensemble de l'année, puisque finalement au réel, ça dépend de son remplissage, et puis au forfait, ça dépend de sa période d'ouverture.
Donc du coup, si on le met sur toute l'année, ça me semble quelque chose de plus simple, mais vous aurez sans doute peut-être des réflexions différentes par rapport à ça. La période de perception peut être fractionnée, c'est-à-dire qu'on peut percevoir la taxe de séjour plusieurs fois dans l'année, ce qui est sans doute préférable parce que par exemple un hôtel qui a encaissé la taxe de séjour toute l'année et qui devrait tout reverser au trésor public en fin d'année pourrait être gêné en termes de trésorerie. Donc c'est peut-être mieux de dire qu'il y a 2, 3, 4 perceptions tout au long de l'année. Comment ça se passe au niveau de la perception? Sur la taxe de séjour au réel, donc qu'on appelle la taxe de séjour, l'hébergeur, c'est lui-même qui est percepteur de la taxe de séjour. Donc c'est lui qui perçoit le montant auprès du visiteur. Quand c'est un professionnel qui a un logiciel de comptabilité, c'est automatique. Et donc ensuite, il va reverser, après avoir fait un bordereau de déclaration auprès du trésor public, la somme qu'il a collectée. Il va tenir donc un état et il va verser le produit de la taxe. Pour Airbnb et les intermédiaires, parce que je crois qu'il y avait déjà la question, comment ces plateformes vont collecter la taxe de séjour et comment la reverser aux communes. Pour le moment, on ne sait pas. Il y aura un décret en cours d'application, parce qu'il va falloir un moment que ces plateformes contractualisent avec chaque collectivité. Et c'est ce cadre-là, d'après moi, tout va se faire en ligne. Il va y avoir... il y aura ensuite un territoire avec sans doute les numéros INSEE des communes concernées, etc. Donc il y a tout un système qui va se mettre en place et qui nécessitera, d'après moi, que dans chaque collectivité, si vous avez des hébergements sur vos territoires, sur les plateformes en question, donc il faudra une liste à peu près exhaustive, il va falloir les recenser et puis ensuite contractualiser avec les dites plateformes. Donc sur 2015, logiquement, dans les semaines à venir, il y aura un décret qui précisera ce fonctionnement. La taxe de séjour forfaitaire. Pour l'hébergeur, alors c'est ça qui est nouveau, les hébergeurs sont tenus, excusez-moi pour la faute d'orthographe, pour la faute de grammaire, les hébergeurs sont tenus de faire une déclaration en mairie au plus tard 1 mois avant chaque période de perception. C'est-à-dire que tout hébergeur, qui est par exemple, si votre collectivité dit les meublés, on les met au forfait. Il faut que tous les propriétaires de gîtes ruraux et de meublés, 1 mois avant leur date d'ouverture, c'est-à-dire ils disent moi je commence à ouvrir mon gîte à la location au 1er avril, il faut qu'au 1er mars, ils aient fait une déclaration à la mairie. Sur cette déclaration, on indique la nature de l'hébergement, la période d'ouverture et la capacité de l'établissement. Et c'est avec ces informations que vous allez directement pouvoir calculer la taxe de séjour forfaitaire qui va être demandée à cet hébergeur. Alors, nouveauté, la taxation d'office, et là je réponds à une question d'Emmanuel et des élus du cœur du bassin. Comment va se mettre en place la taxation d'office? Ce qui est indiqué par le texte aujourd'hui, c'est qu'en cas de déclaration d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour, que ce soit au réel ou forfaitaire, le maire pourra adresser aux hébergeurs une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute de régularisation dans un délai de 30 jours, après la réception de la lettre recommandée, il y aura un avis de taxation d'office motivé qui sera communiqué au redevable et ensuite, c'est comme une contravention, il y aura une mise en recouvrement qui sera faite auprès du trésor public. Donc, quand on lit le texte, on trouve que c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre. Ouais. L'affectation du produit de la taxe de séjour. Alors, s'il existe sur le territoire un office de tourisme en EPIC, le budget de l'office de tourisme comprend obligatoirement en recette le produit de la taxe de séjour. C'est-à-dire que directement, l'office de tourisme va pouvoir recevoir et ce sera toute la taxe de séjour ira au budget de l'EPIC. S'il n'y a pas d'EPIC, eh bien, la taxe de séjour, elle doit être inscrite pour des actions de promotion touristique. Elle peut être
elle peut participer à la subvention versée à l'Office de tourisme, mais pas uniquement. Ça peut être la surveillance des plages, ça peut être le feu d'artifice du 14 juillet. Il y a de nombreuses possibilités d'affectation du produit de la taxe de séjour. Une précision, c'est que le Conseil général du département, et je crois que c'est le cas dans une majorité des départements d'Aquitaine, les départements du littoral au minimum, le Conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département. Donc c'est la même façon, et donc du coup s'il y a la taxe de séjour additionnelle qui existe, l'hébergeur sur sa facture, il va donner 10% de plus, et c'est la commune ou le regroupement de communes, la communauté de communes, qui, pour le compte du Conseil général, est chargé de recouvrir la taxe de séjour et qui ensuite va lui communiquer. Voilà pour ma partie. Je vais regarder un peu toutes les questions et puis pendant quelques minutes, je vais passer la parole à Didier Chapaz, directeur de l'Office de tourisme Côte Land Nature. Donc Didier, tu peux démarrer ta caméra. Voilà, démarrer ta webcam. On va le laisser arriver, si tu nous entends. Et pour nous présenter qu'est-ce qu'il en est sur Côte Land Nature. Didier, c'est à toi. Il est parti. Bon. Didier est parti. Il suffit que tu démarres ta caméra. Ah voilà, on entend le son déjà. Et tu appuies sur... Voilà, il faut que tu appuies sur démarrer ma webcam aussi. Débuter le partage. Voilà. Et voilà Didier. Bonjour Didier. Donc merci de nous rejoindre. Je te cède la parole pour quelques minutes pour que tu nous présentes un peu l'exemple de la perception de la taxe de séjour en Côte Land Nature. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Luc a souhaité que nous fassions un témoignage sur la façon dont nous percevons la taxe de séjour dans notre office de tourisme communautaire sous forme d'EPIC. Cet office de tourisme a été créé en janvier 2013, donc on a juste 2 ans d'existence. C'est un EPIC communautaire, donc il se trouve sur la côte landaise. Si vous voulez le situer sur la carte, c'est juste en dessous de Mimizan, juste au-dessus de Moliette et Souston, et à l'ouest de Dax. Donc, c'est un territoire littoral rural, je dirais, puisque nous avons à peu près 16 habitants au kilomètre carré. Didier, Et, oui. Peux-tu te rapprocher du micro ou parler un peu plus fort, s'il te plaît? Allez, je parle plus fort. Donc, nous avons à peu près 10 600 habitants à l'année et nous avons une capacité d'accueil à peu près de 50 000 lits sur le territoire. Donc, j'ai fait une petite carte rapide pour montrer l'importance d'un état des lieux qui doit se faire avant, bien sûr, toute étude de ce type-là. Juste avant, pour vous donner un petit peu l'expérience professionnelle que j'ai, je n'étais pas du tourisme et puis en 94, j'ai pris la direction d'un village vacances de tourisme social à Moliette qui, durant les 10 années où j'ai été directeur, est passé du régime du réel au forfait. Donc j'ai bien évalué ce que ça donnait côté hébergeur, cette attitude. Et depuis 6 ans avant 2013, j'ai été chargé de mission à la communauté de communes, donc Côte-Land Nature, pour étudier la mise en place de l'office de tourisme sous forme d'EPIC. Jusqu'à 2013, nous nous appuyions sur 5 offices de tourisme associatifs qui allaient de 50 000 à 80 000 euros de budget. Ils ne prélevaient pas la taxe de séjour, c'était les régies des communes dans les communes où c'était prélevé. Et il y avait très très peu de contact entre la régie communale et les offices de tourisme eux-mêmes. Les employés ici, maintenant qui ont transféré, m'ont dit qu'elles n'avaient pratiquement aucun contact là-dessus. Elles ne savaient même pas des fois combien était prélevé de taxes de séjour, était collecté de taxes de séjour sur leur territoire. Donc le principe a été lors de la bascule en office de tourisme, déjà de choisir le type de statut. On a choisi le type d'établissement public parce que il s'est trouvé que la taxe de séjour, quand déjà on l'additionnait au niveau de chaque commune, on arrivait sur un total de 600 000 euros de taxes de séjour sur l'ensemble du territoire, ce qui peut sembler déjà une très belle somme au niveau d'un territoire. Donc ce que j'ai fait sur cette petite carte, je vous ai détaillé un petit peu. Nous avons 75% des lits qui sont des campings, 11% des lits qui sont des meublés, meublés touristiques que vous connaissez, 10% qui sont des villages vacances et 4% qui sont des hôtels et des chambres. Bon, c'est typique d'un territoire rural littoral.
Vous avez donc des communes, bien sûr, littorales qui sont beaucoup mieux dotées en lit touristique et beaucoup mieux dotées, bien sûr, en camping aussi. Donc, la mise en place de la taxe de séjour sur l'intercommunalité a nécessité, bien sûr, la prise de compétence de la communauté de communes sur l'ensemble du tourisme. Tout ça a été fait en mars 2012. Et en octobre 2012, la communauté de communes, l'office de tourisme n'étant pas encore créé, a délibéré sur la taxe de séjour intercommunale, donc qui allait être active au 1er janvier 2013. Cette taxe de séjour a donné lieu à une délibération qui a donné lieu à 2 réunions publiques où étaient invités tous les hébergeurs du territoire, soit en se servant des fichiers des régisseurs des communes, soit en complétant avec les fichiers des partenaires des offices de tourisme des fois, puisque le croisement n'avait jamais été fait entre les deux. Donc, la gestion de la collecte de la taxe de séjour est un des objectifs ciblés dans la convention d'objectifs de la communauté de communes avec son office de tourisme communautaire en EPI. Il faut savoir que 600 000 euros de taxe de séjour globale pour 5 offices de tourisme associatifs qui avaient un budget de 50 à 80 000 euros maximum, les élus n'allaient pas globalement laisser partir cette manne à l'office de tourisme s'ils n'avaient pas des compétences un petit peu plus importantes au niveau de ce qu'elle devait régler. Donc, c'était un gros travail sur l'attribution de compensation entre communautés de communes et communes et de déterminer quelles allaient être les compétences de l'office de tourisme dans ce cadre-là, de la communauté de communes et donc par rebondissement de l'office de tourisme. Nous sommes un office de tourisme un petit peu particulier qui s'est retrouvé immédiatement, en sortant de 5 offices de tourisme associatifs, à 1,2 million de budget. 1,2 million de budget, avec des compétences bien sûr d'accueil et d'information des publics, de promotion du territoire, de coordination des acteurs locaux bien sûr, mais nous avons rajouté à tout ça toute une série de compétences liées au tourisme que les communes payaient jusqu'alors avec leur taxe de séjour. Donc nous payons le nettoyage des plages de notre littoral pour 120 000 euros, nous payons la qualité des eaux baignades, tous les contrôles, nous payons, nous remboursons aux communes les salaires des MNS de notre territoire, des MNS, CRS et civils sur les 5 plages de notre territoire, 350 000 euros, et nous réglons aussi, donnée importante, les transports touristiques, puisque les communes avaient commencé à mettre en place quelques navettes touristiques de commune à commune, et nous avons agrandi tout ça sur le territoire. Là aussi, c'est un budget de 120 000 euros pour 50 000 personnes transportées chaque année sur notre territoire en période estivale. Donc ça, c'est pour vous donner un peu la base. Donc, 10 communes, 630 hébergeurs, 835 hébergements et 117 CE parmi ces comités d'entreprise, parce que on a un village vacances, un des plus gros d'Europe, qui fait 3200 lits, et vous connaissez la difficulté pour retrouver les payeurs dans le cadre de ces comités d'entreprise qui sont à l'intérieur d'un village comme ça et qui peuvent avoir de un logement à l'ensemble de villages à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ça? Donc, dès le départ, l'Office de tourisme communautaire a acheté une plateforme de télédéclaration. Le principe était, donc, la taxe étant au réel sur l'ensemble du territoire, était dans contrepartie de l'étude qui avait été menée financière, qui avait amené les élus à délibérer sur une taxe de séjour à l'année et une taxe de séjour au taquet, on va dire, au maximum des barèmes, donc avant 2015, bien sûr, avant le 1er janvier. La contrepartie, c'était qu'on mettait en place les outils permettant à nos hébergeurs de faciliter du moins le contrôle de la collecte et la démarche de nous faire connaître comment ils avaient collecté et ce qu'ils avaient collecté. Donc la mise en place d'une plateforme de télédéclaration en avril 2013 nous a permis de lancer la première saison de collecte intercommunale. Donc, on va passer, oui. En total de la collecte en 2013, nous avons la régie affectée a fait 680 000 euros et en 2014, 826 000 euros. Donc la taxe additionnelle du Conseil général est comprise. Il faut savoir que jusque-là, les communes toutes regroupées faisaient 600 000 euros. Donc, on travaille à l'année, bien sûr, avec une responsable administrative et financière de l'Office de tourisme qui s'occupe de la régie taxe de séjour, donc très très proche de nos bureaux d'accueil du public et d'accueil des partenaires hébergeurs, et très très proche aussi de la connaissance du territoire au niveau des loueurs et des hébergeurs. Le nombre de lits qu'ils ont, combien de fois ils louent dans l'année,
s'ils sont rentables ou pas. Et nous avons aussi délibéré sur 3 dates de versement à la saison. Il faut savoir que les élus, bon, pas tous non plus très satisfaits que cette manne parte à la communauté de communes, même si la contrepartie financière y était, nous ont carrément dit vous la collectez, vous vous en occupez, votre fonds de roulement, ça sera ça en trésorerie. Donc il a fallu vite se retourner. Donc pour la première année, on s'est retourné en l'état. Sur fin septembre 2013, on avait 270 000 euros déjà de régie qui étaient rentrés, de taxe de séjour. Et le travail ayant pu s'établir en 2014 de façon beaucoup plus cohérente, à notre niveau, fin septembre 2014, on avait rentré 490 000 euros de régie. Donc, vous comprenez bien que c'est notre fonds de trésorerie. Voilà. Il faut savoir que cette plateforme de télédéclaration a entraîné une activité au niveau des personnes pour se déclarer dessus. Et un élément important, au bout de 2 ans, nous avons à peu près 50% de personnes qui télédéclarent en direct sur la centrale. Tout le reste, nous le rentrons, nous, soit manuellement avec la régie, soit au niveau des bureaux d'information touristique. Nous contrôlons tous les paiements qui nous arrivent. Et à partir de là, nous avons cette plateforme et les études qu'on peut en tirer qui sont très pointues, très pointues sur le fonctionnement de notre territoire et donc la manne touristique, la manne de l'industrie touristique qui est rapportée au territoire. Et donc ça fait notre deuxième rapport d'activité que nous sommes en train de finaliser et vis-à-vis des élus et vis-à-vis des collectivités qui nous ont transmis, donc des communes qui nous ont transmis cette activité, aujourd'hui on est sur une très bonne dynamique. Merci Didier. Il y a une question déjà Samuel de Rochefort qui dit que c'est vrai que 50% de télédéclaration c'est un beau score parce que c'est quand même une des manières d'avoir une meilleure perception. La plateforme de télédéclaration, avec qui et coût d'investissement de cette plateforme? Alors, on avait fait l'étude au début de notre arrivée. Il y a plusieurs sociétés qui font ça sur la France. Hein. Il y a la société Les Nouveaux Territoires qui se trouve à Marseille. Il y a la société 3D West qui se trouve à Lannion, en Bretagne. Et après, on a des sociétés. Alors, les choses ont évolué hein, depuis 2 ans. Je sais que beaucoup s'y sont mis. Donc, nous, on était basés sur ces deux-là, plus une société qui était à La Benne, à Toulouse Métropole, à La Beige. Voilà. Donc, on a choisi, nous, la société 3D West. Pourquoi on a choisi 3D West? Alors là, c'est pas un choix de notre part technicien. Bon, parce qu'il y avait 2 optiques. Il y a des sociétés de ce type-là qui proposent un investissement de base plus important et puis qui après vont juste vous faire de la maintenance informatique de base et de bugs. Et puis il y a des sociétés, je connais la société Les Nouveaux Territoires, Jean-Luc la connaît aussi, qui elle va proposer en association avec l'organisme à qui elle est vendue de mettre des barèmes en disant ben on va se fixer 10% d'augmentation de votre taxe de séjour sur l'année qui vient, 15% l'année d'après, et qui vous accompagne. Donc pour notre part, nous avons eu au niveau de la société 3D West, investissement de base 15 000 euros, et aujourd'hui nous payons 1 000 euros par an. Voilà. À côté. Est-ce que vous avez mis une veille, demande Samuel, pour identifier des nouveaux logeurs hors circuit office de tourisme? Donc bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la proximité qu'on a avec nos bureaux communaux, puisqu'on est tous dans les mêmes bureaux et on fait partie de la même équipe, nous permet aujourd'hui de faire, dès le mois d'octobre précédant une saison, un très gros travail sur tous les bons coins, tous les abritels, que sais-je, pour trouver ces personnes-là, pour savoir les identifier, parce que très souvent ils sont sur des pseudos, des choses comme ça, qui font que ils sont déjà chez nous, hein, ça arrive, mais automatiquement ils sont identifiés et ils reçoivent un élément leur permettant de savoir qu'ils doivent payer une taxe de séjour. Alors je veux en venir aussi à la taxation d'office, puisque c'est une donnée importante. Nous allons l'avoir maintenant, la taxation d'office, mais par rapport au travail qu'on a effectué, là je viens de recevoir de Raphaël, là, qui s'occupe de la régie, les dernières relances sur tous les gens qu'on avait identifiés, tous les gens qui n'avaient pas payé au 31 décembre. Il en restait, effectivement, on a fait une quinzaine de recommandés, pour leur mettre un peu la pression. Et parmi ces 15, c'était pratiquement que des gens qu'on avait identifiés sur le Bon Coin. Donc, 15 sur, vous l'avez vu, 630 hébergeurs. Je pense qu'on est sur une bonne base et c'est vraiment des gens qui ont plus que des petits logements, des petits meublés. Tout le reste a été fait. D'accord. Merci Didier. Je te propose de rester avec nous pour répondre aux questions, puisque si pour qu'on reste dans le timing et qu'ensuite
on laisse tout le monde profiter de l'apéritif, notamment ceux qui sont dans les offices de tourisme. Alors, pas mal de questions, merci beaucoup. Une question sur, dans les délibérations prises par les communes, y a-t-il obligation de préciser les exonérations? Car j'ai fait prendre des délibérations avec l'actualisation des tarifs en décembre, mais sans lister les exos. Donc, je serais d'avis de dire que la loi s'applique. Moi, je dis oui, puisqu'en fait, dans les 4 exonérations qu'on a vu tout à l'heure dans notre, alors je vais revenir dessus, sur les 4 exonérations. Les mineurs, les titulaires du contrat de travail saisonnier et les personnes qui bénéficient d'un hébergement d'urgence, il n'y a pas de décision locale à prendre. Et si on part du principe que le conseil municipal ou communautaire n'a pas délibéré sur un montant de loyer, à ce moment-là, cette exonération, qui est facultative, n'a pas lieu d'être. Et donc, ça répond à la question aussi de Cœur du Bassin. Si aucune délibération définit de montant du loyer en dessous duquel on applique l'exo, ben ça veut dire qu'il n'y a pas d'exonération. Tous les hébergements, à n'importe quel montant de loyer, sont assujettis. Alors, Myriam demande comment on peut récolter la taxe sur les camping-caristes. Alors, on l'a évoqué avec Didier en préparant ce web séminaire. C'est loin d'être évident, puisqu'il y a 2 solutions. Ou bien les aires de camping-car et les camping-caristes sont au forfait, ou bien ils sont réels. S'ils sont réels, ça veut dire qu'il faut avoir une organisation qui fait que chaque matin, on passe devant le parc de stationnement ou l'aire de camping-car pour aller frapper à la porte du camping-car, demander combien il y a de personnes et dire, ben voilà, vous savez qu'en plus du stationnement, vous devez payer la taxe de séjour. Si il y a un stationnement qui est dû, on peut augmenter le stationnement d'autant du montant de la taxe de séjour. Puisqu'on peut se dire finalement c'est 7 € pour le camping-car. Si on part du principe que on considère un camping-car à 3 personnes comme un emplacement de camping, mais là-dessus on n'est pas sûr, on peut l'augmenter d'autant. Et puis l'autre solution, c'est la taxe de séjour forfaitaire. Mais comme souvent, ça veut dire que le camping qui a des aires de camping-car, ben, du coup, il va payer un forfait par rapport au nombre d'aires de camping-car qu'il a. Mais du coup, comme on a beaucoup d'hébergements d'aires de camping-car publics, et souvent gratuites, bah à ce moment-là, ça veut dire que la collectivité s'applique à elle-même une taxe. Et donc, c'est un peu la limite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des questions. Didier, tu confirmes par rapport à ça? La seule chose, c'est que moi jusqu'à maintenant, je pensais que, mais tu me contrediras peut-être, c'est qu'on ne paye pas de taxe de séjour si c'est gratuit au niveau de l'hébergement où on est. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le camping-car qui ne paye pas n'a pas de taxe de séjour. Ça ne sera que quand ça sera applicable, un prix de nuit au camping-car. Ça, c'est vrai que c'est une réalité qu'on va avoir à gérer ça au mieux. Et bon, la plupart des campings qui recevaient des camping-caristes avec des aires identifiées, sincèrement, je pense qu'ils voudront rester à leur prix de camping au niveau de la taxe de séjour. Ça leur posera beaucoup moins de problèmes. Et ça sera. Ouais. Alors, autre question, les nouveaux exploitants sont-ils toujours exonérés au forfait les 2 premières années d'exploitation? J'ai rien vu le contraire dans le texte, donc a priori je dirais oui, mais je pense que dans tous les cas c'est une question que je vais revérifier et puis on enverra de toute façon un mail à tous les participants, parce que là-dessus je me demandais si cette exonération elle était prévue dans le texte jusqu'à présent ou bien si elle dépendait de la collectivité. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que j'aille plus loin. La notion de plateforme, nous demande le Périgord Noir, Sud Dordogne, oui, à Dôme. La notion de plateforme s'applique-t-elle pour les agences immobilières locales spécialisées dans les locations pour les étrangers, oui, qui est une réalité importante en Périgord. Sur le principe, oui, mais le texte est encore fou, parce que le texte dit que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location, peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, c'est-à-dire par les hébergeurs, c'est-à-dire que quand je vais inscrire mon bien sur la plateforme Holiday in France, je vais cocher une case qui disait oui, je suis d'accord pour que la plateforme s'occupe de gérer ma taxe de séjour. Ils peuvent être préposés à la collecte de la taxe.
Simplement, je pense que, donc, si on lit le texte, ça concerne tout le monde. Simplement, les conditions d'application de cet article 2 du paragraphe 3 de l'article L233-34 seront précisées par un décret en Conseil d'État. C'est-à-dire, est-ce que ça dépendra, est-ce que ce sera un volontariat de la part de ces plateformes, ou bien est-ce que ce sera obligatoire, mais est-ce que ça va être à chaque communauté de communes de s'adresser à ces plateformes pour leur demander? C'est la question qu'on a autour de ça. La communauté de communes d'Airobie, qu'en est-il des bungalows situés dans les campings? Alors là, c'est une bonne question et moi, j'ai pas la réponse. Didier, est-ce que tu as une bungalow dans les campings? Comment dire? de l'État avec en multipliant par 3 l'emplacement du camping. Alors, on sait très bien aujourd'hui. Qu'on peut avoir quatre ou 5 personnes qui dorment sur l'emplacement. Donc là, c'est vraiment un travail de fond avec les directions de camping d'identifier exactement quels sont les tours opérateurs qu'ils peuvent avoir sur le camping. On est des fois surpris de la capacité du taux de fréquentation de certains campings voisins, et on a fait des courriers, nous, dès la première année, pour s'inquiéter de ça, et on a eu des retours à différents niveaux. Le premier, c'était bien sûr qu'il y avait des tours opérateurs non identifiés, et qu'on a pu identifier grâce à ça. Et la deuxième, c'est les résidentiels, on appelle ça les résidentiels, je pense que c'est ce que veut dire madame sur le problème des bungalows, je pense, j'espère. Le résidentiel, où souvent on a eu plusieurs façons de faire des directeurs de camping, on essaye de les mettre dans la même ligne, et c'est une ligne tout de même du réel, quoi, du réel au nombre de personnes, quoi, en fait. D'accord. C'est donc dû au réel, donc au nombre de personnes et non pas à 3. Non, on est au nombre de personnes, là, c'est clair. Au nombre de personnes, d'accord. Le cœur du bassin qui nous demande si en qualité de SIVU de syndicat intercommunal à vocation unique, puisqu'il y a 3 communes qui sont regroupées au sein de ce syndicat intercommunal et qui ensuite gèrent l'office de tourisme, ce SIVU gère l'office de tourisme, est-ce que ce SIVU peut percevoir la taxe de séjour en place et lieu des communes? La réponse est oui, puisque c'est toute EPCI, il suffit d'une délibération concordante des 3 communes pour en donner la tâche, confier cette tâche au SIVU.
C'est tout à fait possible. Donc, ben, voilà, Dom qui disait quelle taxe pour les résidentiels dans les campings. La pratique et la meilleure pratique, ce serait que, donc comme le disait Didier, ce soit au réel. Pour la déclaration en mairie, demande Séverine de l'Office de tourisme de Foivary, qu'on salue, merci d'être présente. Pour la déclaration en mairie, est-ce que c'est que pour la taxe au forfait? Oui, dans le cadre de la loi, mais il n'empêche que malgré tout, il y a une autre loi, la loi Weismann, qui s'applique pour tous les hébergeurs en meublé, c'est-à-dire que tout propriétaire de meublé ou de chambre d'hôte doit avoir déclaré son activité en mairie. Ça existe depuis maintenant 2012, donc c'est quelque chose qui est totalement obligatoire. Par contre, spécifiquement, la période d'ouverture, ça c'est lorsqu'on est au forfait qu'il faut faire cette déclaration en mairie. Quelle base pour la taxation d'office? Ben, la taxation d'office, elle est sur le maximum qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que si pour le forfaitaire, le forfait est calculé, et pour le réel, ben, c'est la période de perception de la taxe de séjour décidée par la collectivité, multipliée par le barème, multipliée par la capacité maximum. C'est aussi simple que ça. Et est-ce qu'il va y avoir des barèmes ou est-ce que ce sera du ressort de chaque conseil municipal? Ben non, la réponse est là, c'est-à-dire que le montant de la taxation d'office, c'est le maximum exigible, et ensuite, ce maximum, il y a, si c'est toujours pas payé, il y a un taux de 1% par mois où c'est pas payé, enfin un taux des intérêts de retard si ce n'est toujours pas payé après la taxation d'office. Alors Dom qui nous dit, dans un meublé de 6 personnes, la plupart du temps il y a au minimum 2 enfants, comment ça se passe pour le calcul dans le cas d'une taxe forfaitaire? En fait, c'est à travers l'abattement qui est décidé par la collectivité que la collectivité prend en compte ce déficit de remplissage qui est lié à 2 phénomènes, ben, l'activité touristique et puis le nombre de redevables de la taxe de séjour maximum qu'il peut y avoir dans un gîte. Et donc, si on part du principe qu'on n'est pas sur la période de déclaration à 100% de la capacité, que en plus il y a souvent un quart d'enfant ou un tiers d'enfant dans l'hébergement, et bien du coup ça permet d'avoir un abattement plus fort sur cette taxe de séjour forfaitaire, puisque cet abattement peut aller jusqu'à 50%. Donc, d'après la réforme, on peut avoir une taxe au réel et un tarif forfaitaire pour les mobil-homes situés dans un PRL, nous dit Samuel, donc qui répondrait à la question du résidentiel. Alors, je remets ma diapo sur les barèmes. Oui, puisque en fait, on peut avoir un barème par rapport au